Florence Bergeau-Blaclair, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Oui, bon, bonjour, bonsoir. En tous les cas, c'est vrai que nous avons un décalage horaire avec Israël, entre Israël et la France. Mais en tous les cas, on est ravis de rapprocher les deux continents pour que on puisse savoir, au travers de votre livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, avec une préface de Gilles Kepel, l'islamologue, et puis aux éditions Odile Jacob, finalement d'aborder ce qui nous semble aujourd'hui peut-être incontournable d'aborder. Alors vous êtes anthropologue, vous êtes directrice de recherche, donc attachée de recherche au CNRS, et vous êtes dans la partie société, religion, laïcité, donc vous êtes absolument concerné par ces questions qui, depuis les territoires perdus de la République, et bien finalement préoccupent le monde enseignant, mais finit aujourd'hui par déborder l'école et toucher chacun d'entre nous. Et finalement, au travers du frérisme, qu'on pensait être ce soft power qui tentait d'entrer un petit peu partout pour y installer donc ces infrastructures, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus émancipé. Aujourd'hui, on n'hésite plus à parler du frérisme islamiste, ni même, mais surtout au travers de cette thématique qu'est l'immigration. Finalement, Florence Bergeau-Blaclair, vous avez écrit ce livre et vous l'avez sous-titré « L'enquête ». Est-ce que c'est parce que vous avez voulu lui donner un caractère qu'on va retrouver dans le livre plus tard, mais rigoureux, scientifique? Voilà, il n'est pas de question ici de donner des opinions, mais juste de documenter, d'argumenter. À partir de là, vous ferez peut-être votre opinion. Est-ce que c'était cela, le but du livre? Alors, vous savez, comme moi, que pour les livres, ce sont les choix des éditeurs. Et moi, je n'avais pas choisi ce titre-là. Je voulais l'intituler Le frérisme, une vision, une identité, un plan. Mais c'est vrai que dans l'enquête, on voit on va parler de faits. On va appuyer, disons, l'analyse sur des faits. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'opinions et très peu d'études poussées. Alors évidemment, moi, j'ai rencontré les frères musulmans il y a 30 ans. Donc quand je parle des frères musulmans, j'en parle avec un certain recul. Je crois que je suis une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne, après Gilles Kepel, avoir travaillé sur l'islam en France. Alors, vous avez dit, on parle maintenant assez volontiers du frérisme. Je ne trouve pas, malheureusement en France, on continue d'éviter le mot, on continue d'éviter de parler de l'islamisme, ou alors il faut immédiatement ajouter que c'est une toute petite partie de la population, mais qu'en réalité il y a un islam tranquille. Et on voit, et notamment depuis le 7 octobre, que ça n'est pas exactement ces proportions-là, malheureusement. Moi, je prétends que le frérisme est aujourd'hui devenu hégémonique dans le champ religieux islamique français. Et malheureusement, on est très peu à le dire et on est censuré, menacé de mort. Je suis toujours sous protection policière en permanence depuis maintenant, enfin bientôt 1 an depuis la sortie de mon livre. Donc vous voyez, c'est pas si facile. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre, le fait que le Hamas soit une branche des frères musulmans, ça a quand même un peu interrogé un certain nombre de gens qui se disent tiens, de quoi on parle exactement, et qui sont venus lire mon livre et voir qu'il y a en fait plusieurs branches dans les frères musulmans. Il y a une branche djihadiste, c'est celle qui opère à travers le Hamas chez vous, et ici il y a une branche, enfin il y a des branches djihadistes qui de temps en temps donnent des éclats de violence, mais sinon on est plutôt dans une forme de mission d'islam politico-religieux qui est beaucoup plus sournois, mais qui est en train de décomposer en fait nos structures sociales, nos valeurs et ce qui fait ce qu'on appelait le vivre ensemble. Mais si je suis d'accord avec vous quand vous dites que il n'y a pas tant finalement de gens qui en ont parlé avant ce 7 octobre,
malgré tout, on a parlé de son parangon, si je puis dire, à savoir l'immigration depuis un certain temps. Et au travers de l'immigration, on parlait de ces mosquées qui distillaient des discours effectivement discutables, pour être poli. Et on a vu aussi les bagarres qu'il pouvait y avoir entre l'UOIF et puis celui qui allait devenir donc l'Islam de France. On a vu aussi ces attentats, on a connu ces attentats, pardon, qui a soulevé la question justement de cette présence souvent des Français d'origine qui passaient à l'acte criminel pour la Palestine, le djihadisme, etc., etc. Donc, il y a quand même cette présence-là. Et pourtant, vous avez raison quand même, je pense, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que le 7 octobre a été un révélateur. En tous les cas, il y avait déjà une présence qui me semble importante, ne serait-ce que la première parution des Territoires perdus de la République, sa deuxième parution, c'est dire que quand même le sujet était connu et était partagé, mais peut-être pas suffisamment défendu et pas suffisamment, en tous les cas, relayé par les médias. Oui, enfin, j'ai essayé dans ce livre de faire un effort conceptuel de sorte que l'on comprenne le logiciel, l'intelligence qu'il y a derrière le frérisme. Jusqu'à présent, on avait un certain nombre de travaux qui portaient sur le salafisme et notamment les territoires perdus de la République, donc focalisés sur l'école en montrant les effets du salafisme dans les banlieues, donc dans des territoires. Ensuite, il y a eu un autre livre sous la direction de Bernard Rougier, les territoires conquis de l'islamisme, mais là on est toujours un petit peu dans la perspective territoriale. Et moi, ce que j'ai essayé de développer, c'était la perspective sectorielle, c'est-à-dire que la façon dont les frères musulmans, dès qu'ils arrivent en Europe, dans les années 1960, se donnent une nouvelle mission, celle de rassembler l'ensemble des groupes musulmans avec leurs spécialités, leurs tendances, pour les amener vers la conquête califale. Ce qui fait la différence entre les frères et les autres mouvements, c'est que les frères se considèrent comme les conducteurs, ceux qui vont rassembler et amener donc vers l'accomplissement de la prophétie califale, et celle-ci ne peut pas se produire dans le cadre d'un État-nation. L'État, c'est la nation musulmane, c'est-à-dire l'Oumma, c'est-à-dire le monde en réalité. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est replacer ce qu'on avait observé dans les territoires perdus de la République et conquis de l'islamisme dans un ensemble qu'on pouvait saisir et qui est vraiment l'essence du frérisme. Et pour arriver à ces analyses-là, je suis passée par l'étude, ça peut vous surprendre, du marché halal. Le marché halal, qui était au départ un marché qui concernait la viande, qui est né pour moi dans les années 1980. Avant, il n'existait pas, puisque dans les pays musulmans, tout était considéré comme halal. Et donc, il se fabrique dans les diasporas, en dehors du monde musulman, et il entraîne en fait une normativité islamique particulière qui, si je veux le résumer, impose que tout ce qui est islamique est nécessairement strict. Plus c'est strict, plus c'est islamique, si vous voulez. Donc, il y a un jeu entre le marché, la régulation, les consommateurs qui amène en fait à la fois rendre de plus en plus strict la consommation du halal, mais aussi à l'étendre absolument à tout, au mode de vie. C'est-à-dire qu'on rentre en fait dans un espace halal. Et c'est copié sur la cache-route, mais c'est complètement différent. Et c'est cette normativité islamique qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait le frérisme, qui aujourd'hui donc se révèle. Il a toujours existé depuis 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui il se révèle. Le 7 octobre, c'est juste le révélateur. Parce qu'on s'est tourné vers le Hamas et on a dit qu'est-ce que c'est le Hamas? C'est Daesh? Non, c'est pas Daesh le Hamas, c'est plus que ça.
c'est un projet de société. Hein, si vous lisez la charte du Hamas, c'est un projet de société qui veut gouverner l'ensemble des domaines de la vie. Donc, c'est vraiment là, on est vraiment au cœur du frérisme, et ça passe par l'éradication en fait de l'altérité. La première altérité, bah, c'est les Juifs, hein, surtout dans cette région-là du monde. Donc, il faut d'abord reprendre les territoires sacrés, éradiquer, supprimer en fait la présence juive, pour ensuite supprimer la présence des Occidentaux pour réislamiser le monde. Supprimer, ça ne veut pas dire d'ailleurs forcément massacrer, tuer. Ça dépend de la méthode et ça dépend du contexte. Mais l'enjeu, c'est quand même d'arriver à un monde musulman. Oui, le frérisme et son créateur, Hassan el-Banna, c'est donc, je dirais, et ça n'engage que moi, un peu la face cachée de l'islam. En fait, quelle est la différence entre les méfaits, et je ne mets pas de guillemets, du frérisme et les méfaits de l'islam par l'intermédiaire du Dar el-Islam versus le Dar el-Harb? Donc en réalité, si vous voulez, quand on parle, et vous le dénoncez, vous avez raison, quand on dénonce les frères, est-ce qu'on a le droit, sans être taxé d'islamophobe et d'être menacé comme vous l'êtes, de dénoncer l'islam comme une espèce d'impérialisme religieux? J'ai toujours considéré qu'il y avait une différence à faire entre l'islam et l'islamisme, et parce que je considère que dans l'islam, il y a plusieurs courants, il y a une possibilité pour avoir plusieurs courants, plusieurs expressions. Mais c'est vrai que sous la domination frériste, cette diversité se réduit à presque rien. C'est-à-dire que c'est en lui donnant un objectif, un but à ce mouvement islamique, il empêche en fait que d'autres mouvements, d'autres sensibilités religieuses appartenant à la grande famille de l'islam émergent et existent. Donc là où il y a de l'islamisme, effectivement, l'islam recule. Mais si je dis ça, ça veut dire que je fais bien la différence entre l'islamisme et l'islam. Moi, je l'ai vu évoluer. Quand il est arrivé un peu en morceaux, je dirais, en Europe dans les années 1980, il est en décomposition, c'est normal, il arrive dans un autre espace et il est en voie d'assimilation et de combinaison avec les valeurs locales. Et ce sont les frères qui vont arrêter en fait ce processus d'intégration et d'assimilation avec un programme tout à fait écrit, hein, qu'on peut lire chez Kardawi, chez les penseurs du frérisme. Ils ont depuis toujours pensé qu'il fallait soustraire l'islam à toute assimilation et à la sécularisation dans les pays européens. Voilà, mais pour qu'ils aient pensé ça, il fallait bien qu'il y ait autre chose qui les dépasse, et ce qui les dépasse, c'est l'islam. Donc, on ne peut pas réduire l'islam à l'islamisme, ni au frérisme. Isabelle ? Pensez-vous que les enfants, parce que le problème, c'est toujours, ça vient toujours de l'éducation, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on va pouvoir intervenir au niveau des écoles aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que dans certains quartiers en France, on peut rien éduquer. Enfin, la Shoah, où il y a beaucoup d'événements comme la Shoah d'ailleurs, qu'on ne peut absolument pas, dont on peut même pas citer le nom. Comment peut-on faire pour justement sauver un peu ces enfants, mais dès la racine? Alors vous avez raison, on observe une religiosité assez marquée chez les jeunes musulmans, et c'est pas n'importe quelle religiosité, c'est une religiosité rigoriste, fondamentaliste, qui s'oppose au darwinisme. C'est aussi l'idée, alors je regarde un peu quelques statistiques, 75% des Français musulmans estiment qu'il y a une seule vraie religion, contre 17% chez l'ensemble des Français. 76% des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison lorsque la religion et la science s'opposent. 2/3 des musulmans expriment leur opposition à la loi de 2004. Les musulmans sont en France, dans l'école publique généralement,
57% à soutenir la possibilité pour les jeunes filles de ne pas assister à certains cours de natation pour des raisons religieuses, par exemple, ou même 50%, donc la moitié des musulmans, pensent qu'ils devraient avoir le droit, que leurs enfants devraient avoir le droit de ne pas assister à certains cours. Et face à cela, les enseignants semblent complètement démunis. Ils ont peur. Il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard. Donc, tout ce qui les amènerait, en fait, ils ne sont pas en capacité de mobiliser des arguments qui iraient contre ça parce que tout simplement, ils ont peur et souvent, ils ne sont pas protégés ou encouragés par leur hiérarchie. Donc ça, c'est au niveau de l'école en général. Mais ce qui est très préoccupant, hein, je le raconte, je le montre dans mon livre, dans le dernier chapitre, c'est que les enfants musulmans ont une double socialisation. Une socialisation à l'école, séculière, etc. Mais dans la famille, ils ont une socialisation religieuse de type frériste dominant, justement, et qui leur donne une vision de l'histoire, une identité supranationale. Ils sont musulmans avant d'être français ou avant d'être une autre nationalité, et aussi le devoir en fait de travailler pour eux-mêmes et pour la communauté à l'accomplissement de la prophétie. Donc c'est une religion une lecture religieuse ultra prosélyte, et donc ils vivent dans ces deux mondes. Et le monde religieux, eh bien, on n'en parle pas aux mécréants. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque très souvent, c'est le mensonge, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la communauté, qu'on garde pour soi et qu'on ne dira pas à l'extérieur. Ça fait des enfants un peu perturbés parfois par cette double socialisation. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Et c'est quelque chose que, curieusement, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. C'est peut-être un des chapitres de mon livre qui a fait le plus peur, en fait, quand j'ai montré à quel point l'endoctrinement des enfants est prononcé. Ça fait peur, et il y en a qui ne supportent pas, en fait, cette vérité-là et qui considèrent donc que ce n'est pas sérieux, que ça n'existe pas. Pourtant, et là je reviens aussi au 7 octobre, on a vu comment les enfants de Gaza sont éduqués. On voit aussi, parce que maintenant ça se révèle, on le voit sur les réseaux sociaux, comment les enfants iraniens aussi sont éduqués dans la violence, dans le mensonge vis-à-vis des mécréants. Et donc on a quelques personnes qui sortent justement et qui sont là, c'est pour ça que c'est très très important de les faire parler, les musulmans qui justement sont sortis de cette emprise sectaire, de type sectaire, parce que ça crée en fait des générations qui sont dans la revanche et dans la violence. Mais ne croyez-vous pas qu'on devrait avoir plutôt peur, parce que cette verticalité de la Oumma, où finalement il y a l'infaillibilité de la parole divine, et par rapport à ceux qui finalement démissionnent, ceux qui les laissent faire, ceux qui les laissent entrer. On a vu combien les Tariq Ramadan, petit-fils de Hassan al-Banna, cofondateur des Frères musulmans dans les années 20. Fondateur. Voilà, donc finalement, Tariq Ramadan a inondé, rayonné sur les plateaux de télévision pendant des années, finalement avec ce côté bien vivre ensemble, accepter tout le monde. Et il y avait une espèce de soft power comme ça qui s'installait, et finalement il fallait le pousser dans ses retranchements et dans ses écrits pour le coincer. Mais sinon c'était compliqué, parce qu'il arrivait avec un visage, un physique, et puis on s'attachait qu'à sa parole douce et modérée, alors qu'en fait il était effectivement aussi rigoriste que les autres. Donc si on a laissé ces gens-là, ou les Mehdi Méclate, je crois, qui avec son compère avait eu carte blanche pour, à partir de Sciences Po, aller dans les lycées, etc., de France et de Navarre, c'est que la démission
des gens, en tous les cas, qui sont accueillants, qui sont éclairés, eh bien, c'est peut-être ça le plus grand danger, plutôt que cette verticalité. Si on la connaît, si on l'identifie, on peut la combattre. Oui, mais vous mettez le doigt sur le problème, c'est qu'il faut la connaître. Le problème, c'est que dès Tariq Ramadan, bon, maintenant, il a été identifié, et encore, il y a des gens qui ne croient pas encore qu'il ait pu faire ce qu'il a fait, mais malheureusement, ces fréristes sont ils se sont complètement banalisés et ils ont endormi notre vigilance et ils s'arrangent en effet pour que les analyses qui portent sur le frérisme n'aient pas d'impact. C'est la raison pour laquelle on va me qualifier d'extrême droite, d'islamophobe, etc., juste pour me faire taire. C'est cette diabolisation permanente qui leur permet finalement de continuer à opérer comme ils le font, c'est-à-dire, en tout cas pour la confrérie en tant que telle, complètement dans le secret, et pour le cercle qui l'entoure et qui lui interagit avec le reste de la société de façon habile, discrète, dans la séduction, etc. Mais voilà, je donne les codes, je pense, les clés de décryptage dans mon livre de comment justement repérer ces personnages. Je pense que vous aussi, en Israël, vous avez certainement des personnages comme ça. Et voilà, il faut comprendre ce qu'ils ont dans la tête, et à ce moment-là, on comprend mieux comment ils agissent et comment peut-être se défendre. Donc c'est ça, c'est pas que, enfin, bien sûr, il y a des complices. Il y a des complices quand on regarde la France insoumise, par exemple, pour prendre l'exemple de ce groupe politique. Il y a évidemment des complicités. Mais il y a aussi malheureusement à gauche beaucoup de bonne foi et d'ignorance, ce qui est terrible d'ailleurs, parce que finalement, ce qu'on appelle les idiots utiles deviennent des médiateurs, des vecteurs en fait du frérisme qui est en ce moment galopant. Il est galopant notamment à Bruxelles. J'insiste beaucoup sur cette ville parce que ça devient, c'est une ville qui est en train de tomber complètement dans l'escarcelle frériste. Et vu que les institutions européennes sont à Bruxelles, c'est quand même assez préoccupant. Donc il faut un électrochoc, il faut montrer ce qui se passe. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, avec des chapitres qui sont très sourcés. J'ai voulu faire un travail très très sérieux, mais en même temps lisible au public, pour montrer en fait l'étendue du problème, ce que j'appelle un système d'action avec des domaines d'action, et ne pas séparer les offensives abaya qu'on a vues à l'école avec le djihadisme ou avec, je sais pas moi, ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qu'on appelle le rigorisme, etc. Tout ça, en fait, a des liaisons parce que ça a été pensé lié. Oui, on voit bien, on sent bien que les frères agissent par plan. On sent bien la stratégie, une stratégie qui a pris du temps, qui effectivement s'est postulée à partir du terreau d'immigrés donc dans les années 60 et qui a finalement pu être récupérée, vous le disiez effectivement, dans les années 80 et aujourd'hui être cette Oumma qui ne discute pas, qui ne désobéit pas, et quand une personne de la confession musulmane ose dire qu'il s'en émancipe, il est effectivement discriminé, mis de côté, voire menacé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et on voit bien en même temps que il est lié souvent à l'immigration, problème d'immigration. On voit aussi qu'il est souvent lié puisque vous parlez de la Belgique, on l'appelle la Belgique de plus en plus un narco-État. Donc avec ce côté un petit peu gangster. Et alors, ça paraît complètement fou de voir se combiner le hors-la-loi et la loi la plus rigoureuse possible. Et finalement, être accepté par des esprits éclairés, comme vous parliez tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de Tariq Ramadan, comme des Edoui Plenel et autres personnes qui, malgré ces dérives, est quelqu'un d'éclairé, d'instruit. Oui, si on veut. Je partage pas tout à fait cette opinion. Moi, je pense que l'immigration, c'est pas le facteur principal, c'est un facteur aggravant. La mondialisation est responsable en fait de
la facilité avec laquelle le frérisme, qui a été conçu en fait hors État, se diffuse dans le monde. Mais l'immigration ne fait qu'aggraver en fait les choses. Je persiste, il y aurait pu y avoir d'autres formes d'islam. Le problème, c'est que le frérisme a tout happé et la mondialisation, d'une certaine manière, l'a aidé. Donc, je crois que pour se sortir de ce problème, il faut que en France, comme en Israël, on étudie ça, qu'on empêche en fait le wokisme aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, de justement nous empêcher de travailler. Je suis sous protection et donc vous imaginez qu'il y a peu de collègues qui ont envie de se lancer dans ce genre d'études et pourtant c'est absolument indispensable. Il faut qu'on puisse travailler dans les universités, il faut désislamo-gauchiser cette université, là, que les revenus, que les financements universitaires aillent vers des gens qui travaillent sur l'islamisme et non pas que sur l'islamophobie, qui est une imposture, comme dirait Pierre-André Taguieff. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, mais qui vont passer par l'intelligence. Là, on est sur un combat d'intelligence. Il faut être, on n'est pas comme chez vous, obligé de se défendre pieds à pied. Là, on a, en tout cas en Europe, un devoir de se défendre par l'intelligence et de repousser en fait ces forces. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas et qu'il y a un grand tabou autour de ces questions qui font peur. Mais on peut s'entraider, je pense, entre vous et nous. Vous avez, je trouve, en tout cas, dans la communauté juive ici en France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience et de meilleure connaissance, en fait, de ce phénomène de frérisme. Et voilà, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on y travaille et qu'on ait les moyens de le faire, qu'on échange aussi nos informations. Donc, en fait, je constate que si on n'est pas musulman, on devient islamophobe, quoi. C'est-à-dire que si on est un koufar et que je parle de l'islam, automatiquement, je suis taxé d'islamophobe. C'est là le drame, non? Qu'on soit en Israël, en France ou en Belgique, c'est le même problème. Je ne peux pas discuter de l'islam sans être taxé d'islamophobie. Oui, mais je crois que il faut que ça glisse. Il faut que ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il ne faut plus faire attention à ça parce que c'est comme l'accusation d'extrême droite, vous ne pouvez plus rien faire. Donc je crois qu'il faut se défaire de ça, continuer à travailler, continuer à penser et surtout ne pas perdre espoir parce qu'effectivement on est devant un phénomène extrêmement inquiétant, à mon avis aussi grave, aussi préoccupant que l'environnement, ce qui arrive sur la planète. Là, on est devant un phénomène idéologique extrêmement préoccupant qui est éradicateur. Et ça, il faut se défendre. Israël se défend, on défend aussi l'Occident. Et c'est une bonne chose. Et il faut, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. En tous les cas, pour conclure, Florence Bergeau-Blaclair, vous avez publié, vous avez écrit un magnifique argumentaire, quelque chose qui, bien sûr, pour les universitaires, est un outil qui pourrait servir au quotidien, mais pour tout le monde, je crois qu'il est nécessaire d'être lu, parce qu'il est sans passion, il est dosé et il est superbement argumenté. Et ça, c'est vrai que pour reprendre ce que disait tout à l'heure William, il y a un côté comme ça un peu irrationnel de l'ordre de l'émotion. Comment? Mais on peut même pas se parler ensemble. Une espèce de censure comme ça parce que on ne serait pas du même monde. Nous ici, effectivement, il y a un quart de la population qui est arabe en Israël, arabe israélienne, et puis ces gens-là donc vivent, que je dis un quart, c'est un cinquième, oui, puisqu'ils sont 20%, je crois, de la population. Voilà, de la population israélienne. Ces 20%-là vivent le quotidien israélien avec des avantages et des inconvénients, mais pour les uns comme pour les autres d'ailleurs.
Et finalement, cette espèce de coexistence nous amène à une expertise peut-être. Et il est vrai que cette défense de l'Occident dont vous parliez tout à l'heure est une réalité qu'on ressent ici, mais en même temps, ce qu'on a envie de défendre ici, c'est aussi cette coexistence entre ce cinquième donc de arabe israélienne et aussi les autres confessions, hein, puisqu'on a des circassiens, on a des gens d'origine bosniaque et druzes et autres. Donc c'est cette expérience-là, cette petite expertise sans présomption qu'on aimerait défendre à tout prix, parce que c'est peut-être, nous semble-t-il, en tous les cas, nous ici, le seul médium pour pouvoir sortir de l'enfer, c'est-à-dire de la confrontation binaire. Donc il y a quelque chose ici qui est bien sûr empirique, qui nous sert d'expérience, mais en tous les cas, ici comme ailleurs, votre livre, c'est quelque chose d'utile. Je ne veux pas le réduire en disant ça, hein, mais quelque chose de nécessaire, d'utile, parce que effectivement, ce qu'on y trouve, c'est juste la réalité, c'est juste l'argumentaire, et ça, quand on entend sur des plateaux de télévision ou des gens faire des affirmations avec un ton catégorique, absolument prêt à vous canceller parce que vous avez dit quelque chose, comme le disait William, qui serait attendu ou entendu islamophobe. On est un peu bloqué, mais finalement avec votre livre, on trouve de l'argumentaire. Et là, on peut répondre. Alors, merci. Merci pour nous. Merci pour nos téléspectateurs sur Tandem TV d'avoir partagé avec nous ce moment, ce livre. Je rappelle le titre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Préface de Gilles Kepel, islamologue, aux éditions Odile Jacob. Et bien sûr, son auteur, Florence Bergeaud-Blaclair. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, merci. Bonne soirée.